Écoutez, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur les indicateurs NRD. Entre nous, je pense que c'est l'atelier le plus intéressant des trois. Vous êtes au bon endroit, on ne va pas se mentir. Mais je suis ravi d'avoir 4 super intervenants. Moi, je ne dis pas que j'ai des intervenants, mais des super intervenants qui sont là pour venir parler, discuter un petit peu de ces sujets-là. Donc sans plus attendre, hop, la magnifique diapo, je vous laisse vous présenter à votre tour. Allez, présenter dans l'ordre de l'apparition peut-être. Allez Manuel. Les hommes d'abord. Vous êtes 11 femmes et on n'est que 5 hommes, 6. Donc c'est bien, ça change. Oui, ça fait du bien. Ouais. Donc Emmanuel Rousseau, je suis président de l'ISETIC, cofondateur avec Delphine qui est là. Et voilà. Et un peu militant sur le sujet du Green IT et du taux de possession dans l'entreprise, qui n'est pas la meilleure chose que font les entreprises en ce moment. On vous montrera tout à l'heure. Moi, je suis Émilie Escalier, je suis UX UI designer pour une entreprise qui s'appelle Keléo et je suis également référente du numérique responsable. Donc Guillaume Quérien, bonjour, je suis chargé de mission numérique responsable à Toulouse Métropole et je travaille aussi beaucoup sur les problématiques d'éco-conception. Et Nejla Hussel, Force Rose, en référence aux super intervenants, mais surtout Octobre Rose, ne l'oubliez pas. Je travaille en région Occitanie, je travaille dans la transition numérique, nouveaux usages. Voilà. Alors, juste en introduction, pour vous dire un peu comment on a construit cet atelier, déjà merci beaucoup à tous les participants de contribuer. L'idée de départ, c'était de parler indicateurs. Dans l'idée, les indicateurs, c'est un élément qui va permettre de piloter une stratégie, de piloter un plan d'action sur le numérique responsable. Et ça partait notamment une obligation des collectivités aujourd'hui de mettre en place un plan d'action et donc de pouvoir le suivre. Et il y a un vrai questionnement qui se fait au sein des collectivités sur le sujet. Mais pas que, il y a aussi la mesure environnementale tout simplement. Donc l'indicateur, c'est pas que pour suivre un plan d'action, c'est aussi pour d'autres objectifs. Et donc merci aux personnes qui ont rejoint le fait de répondre à cette problématique. Quel type d'indicateurs peuvent être mis en place dans les différents types d'organisations et comment est-ce qu'on peut arriver quelque part à porter une politique numérique responsable, via quel levier et avec quel type d'indicateur. Donc ça va être vraiment l'ancrage que l'on a sur cet atelier. Donc on commencera par Émilie qui nous parlera de Keléo et voilà, de comment est-ce que le sujet est porté. On enchaînera avec Nejla qui parlera notamment de toute l'expérience associée à l'utilisation du label numérique responsable, si vous le connaissez, pour accompagner quelque part cette démarche. J'interviendrai aussi sur le portage d'une politique au sein d'une collectivité, mais avec un ancrage sur le volet réglementaire. Et on terminera avec un volet aussi intéressant qui est de se dire il peut y avoir des outils qui peuvent permettre de faire de la mesure d'indicateurs, avec donc la contribution de l'ISETIC. Donc voilà le programme. On va essayer de garder du temps pour les questions. Et c'est vrai que ce serait bien qu'on arrive à avoir au moins 15-20 minutes pour pouvoir profiter aussi de vos questions et pour pouvoir enrichir cet atelier. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre avec Émilie. Et l'idée c'est que tu puisses nous en dire plus sur votre démarche numérique responsable au sein de Keléo. Bonjour à tous. Pour commencer, avant de partir sur le sujet qui nous intéresse, les indicateurs, l'idée c'était de vous donner aussi un peu de contexte, de vous présenter Keléo, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et du coup comment est-ce qu'on en est venu aussi au numérique responsable et finalement qu'est-ce qu'on a mis en place.
Donc Keléo, qu'est-ce qu'on fait? On est concepteur et développeur de produits numériques. Produit numérique, ça peut être une application métier qui va être utilisée en interne dans une entreprise, ça peut être des applications grand public, ça peut être des applications web ou des applis mobiles. Donc on est une petite équipe chez Keléo de designers et de développeurs, on est moins d'une vingtaine aujourd'hui, et on va collaborer avec différentes organisations du secteur privé et du secteur public pour les accompagner et répondre à leurs besoins. Donc on peut autant intervenir pour améliorer une application existante, pour faire la refonte totale d'une application, voire même pour partir de zéro et créer une application à partir de besoins qui ont vraiment été identifiés, des besoins utilisateurs. Et donc, comment est-ce qu'on en est venu, nous, au numérique responsable? C'est à partir du Green IT. En fait, il y avait déjà une culture du Green IT, de l'éco-conception qui était portée par les fondateurs. On faisait quelques actions, mais tout n'était pas organisé, structuré. Donc, toutes les actions qu'on faisait, on pouvait perdre une certaine dynamique. Et pourtant, on se disait quand même, c'est quelque chose qui nous porte, c'est quelque chose qu'on a envie d'aller plus loin dans l'éco-conception, dans le numérique responsable. Il y avait cette volonté-là parce que finalement, en tant que concepteur et développeur d'applications, pour nous, ça nous donne aussi du sens à ce qu'on fait, de faire du numérique responsable. Donc c'est pour ça que la direction, en 2022, a décidé de nommer une personne qui serait référente du numérique responsable et a décidé de se lancer dans la démarche de labellisation. Et donc on a passé le label numérique responsable et on l'a obtenu en juin 2023 et on a obtenu le niveau 2. Il y a 2 niveaux dans le label, le niveau le plus exigeant étant le niveau 2. Et je vous parle du label parce que c'est hyper important pour nous dans la construction de notre démarche. En fait, le label, rapidement, il est construit autour d'un référentiel qui a 4 axes que vous avez là: stratégie et gouvernance, soutien à la stratégie NR, cycle de vie des services numériques et étendre sa démarche NR. Donc ça, c'est le tronc commun pour toute organisation qui veut se lancer dans la labellisation. Et puis nous, en tant qu'entreprise du numérique, on a un 5e axe qui est produits et services des ESN. Donc nous, ça a vraiment été moteur, le label, parce que déjà, ça nous a donné un premier état des lieux, d'où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de moins bien, voire qu'est-ce qu'on fait pas du tout. Et du coup, il va falloir s'y mettre et se mettre en action sur certains sujets et certains axes. Donc à partir de là, on a construit notre feuille de route, on s'est donné des objectifs, on s'est donné des actions et on s'est donné aussi des indicateurs pour suivre toute cette feuille de route. Les indicateurs, tu peux passer. Les indicateurs, on les a aussi réfléchis assez au début, parce qu'on s'est dit, ok, si on se met des indicateurs, il faut qu'on se dise pourquoi est-ce qu'on va les suivre. Donc il faut qu'ils aient une certaine valeur stratégique par rapport à la stratégie qu'on va se mettre en place et la feuille de route qu'on veut suivre. Et aussi, il faut qu'on se demande, est-ce qu'on a les ressources, les moyens pour aller les suivre. Le numérique responsable, chez nous, on essaye que ça soit quelque chose de central. C'est un sujet qui va réunir tout le monde. Ça va concerner autant le service commercial que les RH, que les équipes techniques, que les équipes opérationnelles. Et donc, chacun va lancer des actions. Et donc, il faut aller aussi chercher des infos auprès de tout le monde, chercher des données qui vont aussi nous permettre de faire avancer les indicateurs. Et nous, comme on est une petite structure, on n'avait pas forcément non plus d'outils mis en place. C'est peut-être une différence qu'il peut y avoir avec une entreprise qui est plus grande. On n'a pas forcément d'outils, de process de suivi, de process de qualité. Donc tout ça, on l'a construit aussi au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte aussi chez Keléo, c'est que mettre en place une démarche de mesure sur le numérique responsable, c'est une démarche de progression et qui est vachement évolutive. Nous, on a fait beaucoup, et on fait encore beaucoup de tests, on fait beaucoup d'ajustements. On est tout le temps en train d'itérer et on se construit finalement nous-mêmes nos processus, nos outils et notre tableau de bord qui va nous permettre de suivre les indicateurs. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'indicateurs, sachant que ce n'est pas tous les indicateurs qu'on suit. Il y en a qu'on arrive à suivre aujourd'hui, il y en a qu'on aimerait pouvoir les mettre en place et les suivre. Mais avant, il faut qu'on puisse mettre aussi au fur et à mesure les actions qui vont nous permettre de les suivre.
Donc là, vous avez un premier axe pour nous qui est le pilotage et le suivi des objectifs. Forcément, il nous faut des indicateurs pour suivre notre feuille de route. Donc on va regarder comment est-ce qu'on avance dans les actions. Ça va nous permettre aussi de réajuster notre feuille de route et notre stratégie. On va regarder le nombre de réunions de suivi qu'on peut faire. Je peux faire des réunions de suivi avec Yoann, qui est référent du pôle RSE chez Keléo et qui est un des cofondateurs aussi de Keléo. Je vais pouvoir faire aussi des réunions avec les salariés. Donc, un autre indicateur qu'on va pouvoir suivre aussi, c'est le temps passé. Il y a le temps passé que moi, je vais prendre pour faire du NR, mais il y a le temps passé aussi des salariés, de la direction, etc. Et du temps passé, c'est aussi un investissement, donc c'est intéressant d'avoir cet indicateur-là. Un autre axe qu'on a aussi dans notre feuille de route, c'est tout ce qui est gestion du matériel. Donc nous, on va regarder, l'objectif là, c'est d'optimiser la gestion du matériel qu'on peut avoir et aussi d'améliorer sa durée de vie. Donc nous, on va regarder la durée de vie du matériel qu'on peut avoir, le nombre d'appareils aussi qui est réparti entre les salariés et aussi qui a quoi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Par exemple, moi, en tant que designer, je ne vais pas avoir les mêmes besoins que la personne qui s'occupe des RH ou du commercial. Donc c'est intéressant aussi de voir comment est réparti le matériel au sein de la structure. On va aussi regarder le nombre d'achats qu'on peut faire et le nombre d'achats qu'on peut faire aussi en reconditionné. Ça, c'est une action, par exemple, qu'on a mis en place avec le label. On ne faisait pas forcément d'achats en reconditionné. Là, c'est une action qu'on a prise. Autre axe qui est important pour nous, c'est tout ce qui est formation et sensibilisation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'acculturer tout le monde, toutes nos parties prenantes, pas uniquement les salariés en interne, mais aussi nos partenaires et nos clients. Parce que plus tout le monde sera sensibilisé, plus on ira vers de l'éco-conception et du NR. Donc là, comme indicateur, nous, ce qu'on s'est mis en place, c'est le nombre de clients sensibilisés ou qu'on a pu former, le nombre de salariés qui ont pu suivre le MOOC de l'INR. Ça, c'est une première sensibilisation, c'est une action qu'on a prise aussi. On a intégré dans notre livret d'accueil le fait de suivre le MOOC de l'INR pour une première sensibilisation aux nouveaux salariés qui nous rejoignent. Et ensuite, pour aller plus loin, on va pousser avec des formations en lien avec le NR. Donc, on va regarder le nombre de salariés qui ont pu suivre une formation là-dessus. Ça peut être des formations sur l'éco-conception, des formations sur le NR en général ou des formations sur l'accessibilité numérique aussi. Et enfin, un volet hyper important pour nous, c'est l'éco-conception de produits numériques, puisque c'est notre cœur de métier. Et là, notre ambition, notre objectif, c'est de réaliser le maximum de projets de façon responsable, de le concevoir de façon responsable. Donc on peut retrouver l'indicateur du nombre de clients sensibilisés ici aussi, parce que plus les clients seront sensibilisés, plus on pourra faire de l'éco-conception, parce qu'au final, c'est quand même eux qui ont le pouvoir décisionnaire. Donc plus ils vont nous dire ok allez-y, plus on va pouvoir y aller facilement. On va regarder aussi le nombre de projets sur lesquels on va appliquer le RGESN. Donc le RGESN, c'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques. C'est un ensemble de critères qui vont nous permettre d'éco-concevoir des projets numériques. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, le référentiel dans nos projets. Et de la même façon, on va regarder aussi la progression du score de conformité de ce RGESN. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais qu'on fait de la refonte. On va faire un audit de départ d'une application. Et si on en fait la refonte, cet audit de départ va nous donner un score. Et l'objectif, c'est que ce score il progresse. Donc ça fait partie des indicateurs qu'on va pouvoir regarder. Vous faites juste tous les ans cet audit sur un projet ? On le fait dès qu'il y a un projet qui arrive, on va l'auditer et puis ensuite c'est des choses à vérifier tout au long du projet en itération. Ah, donc vous améliorez le score en itération quand vous avez corrigé un critère, vous changez le score au fur et à mesure, ça ? On va dire, c'est plutôt, là on est en train de mettre le processus en place, mais l'idée c'est plutôt de se dire ok, 3 mois après, regardons où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est moins bien, et avancer comme ça au fur et à mesure et faire après un audit final pour se dire ok, globalement on a ce score là. Et ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'on peut encore améliorer les choses.
Une question aussi sur la sensibilisation des clients. J'imagine que vous les formez par l'éco-conception, donc c'est quoi comme type de sensibilisation? Est-ce qu'ils sont assez réceptifs ou ils sont plutôt freinés des quatre fers? Il n'y a pas de frein. Après, c'est plutôt, nous, en début de projet, on va aborder déjà le sujet de l'éco-conception. Et l'idée, c'est de faire aussi, nous, on fait des ateliers, des réunions de lancement, des ateliers de cadrage. Et lors de ces réunions-là, les sensibiliser aux méthodes qu'on peut utiliser comme le Scrum. Et aussi leur expliquer que aujourd'hui, il y a l'éco-conception qui existe, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut le mettre en place dans le projet, il y a le RGESN, etc. Question. Du coup, je vois que vous utilisez de plus en plus de matériel reconditionné. Donc pour une ESN, c'est intéressant comme témoignage, puisque coder le matériel, c'est quand même votre outil de base. Et quel impact moi, j'aurais l'idée reçue qu'il vous fallait des dernières versions pour coder. Vous pouvez même me clarifier par rapport à la puissance, par rapport au logiciel installé. Comment ça se passe en vrai? Il y a des contraintes. Il y a peut-être des questions techniques auxquelles je n'ai pas forcément la réponse, mais c'est vrai que pour les développeurs ou les designers, il nous faut des bonnes machines. Donc on prend quand même quelque chose d'assez récent. Après, on a quand même un parc informatique. Nous, on est une petite structure, donc aussi c'est facile à gérer, je pense, par rapport à des structures qui sont beaucoup plus grosses. On va avoir peut-être des machines qui ont 5-7 ans. C'est intéressant aussi pour nous, parce que vu qu'on conçoit des logiciels, qu'on conçoit des applications, le fait que ça tourne sur des machines qui sont pas forcément toutes récentes, ça permet de voir aussi que c'est intéressant, parce qu'au final, éco-concevoir un logiciel, le but, c'est qu'il tourne sur un maximum de machines et qu'on privilégie du coup la durée du matériel aussi. Ça va? C'est un cercle vertueux intéressant, hein, finalement. On se dit, on n'a pas besoin d'être hyper bien équipé. Comme ça, si ça fonctionne bien sur ces machines-là, ça donne une valeur de test, quelque part, sur l'éco-conception orientée durabilité du matériel. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Émilie. Là, on voit quelque part le fait qu'il y ait eu un travail au sein d'une entreprise avec des indicateurs qui servent à porter une stratégie numérique responsable, qui ont sûrement aidé, j'imagine, à obtenir le label, très probablement. Et dans la continuité, c'est intéressant aussi de voir que, comme le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue, une labellisation, ça va aussi vraiment porter justement cette volonté de mesurer dans le temps et observer. Et tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, j'imagine, Nejla, avec plaisir. sur... c'était toi. Non, c'était à moi. Autant pour moi. Et puis on refera une petite marche arrière. Oui, c'est vrai. Bon, comme quoi, j'avais vu une bonne liaison. Mais je trouve. Alors, nous, la région Occitanie, nous avons la chance d'être labellisés aussi depuis janvier 2023. Pareil, label niveau 2, le label le plus exigeant. Mais bien avant ce label, on avait déjà une exigence par rapport au numérique responsable. On a des pépites en interne qui travaillaient déjà dur. Et c'est vrai que ce label, ça nous a permis vraiment de construire des engagements et bien sûr des indicateurs. Et justement, moi, je voulais revenir sur comment on rédige un plan d'engagement. C'est pas du tout pour aller dans l'administratif, dans la théorie, mais aujourd'hui, quand on veut être labellisé, eh bien, on doit s'engager. Nous, par exemple, Région Occitanie, on s'est engagé sur 19 points. D'accord ? Ces 19 points, qu'on le veuille ou non, on est obligé de les formaliser. Et le formalisme, c'est ça. C'est ce que va vous demander l'INR et l'agence Lucie. C'est de le formaliser avec le titre, le code, la description, objectif. Et si on continue, je ne sais pas si c'est pas tactile, non, je ne peux pas tourner l'image. Eh bien, ici, vous voyez que dans leur formalisme, il y a un moment où arrive ce fameux indicateur ou ces fameux indicateurs, parce que très souvent, pour un engagement, vous pouvez avoir mais au moins 10 indicateurs sans souci. Et ces indicateurs, c'est vraiment quand vous êtes dans une gestion de projet, vous vous dites, j'ai des objectifs. Ces objectifs, vous essayez de les faire smart,
Vous êtes d'accord? Et dans le côté SMART, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ce fameux « j'évalue à la fin mon objectif, est-ce que je l'ai atteint ?» L'indicateur, c'est vraiment ça. C'est vrai qu'au début, pour nous, c'était un peu effrayant de se dire « mais qu'est-ce que c'est que ces indicateurs ?» Et au final, c'est juste « est-ce que vous avez atteint ou en êtes-vous de vos objectifs ?» Et ces indicateurs, on peut continuer. Nous, on a décidé de les fixer, non pas seuls, parce que ce n'est pas l'affaire d'un service ou d'une direction, mais de les fixer vraiment avec nos collègues, les autres directions, les directions métiers, parce qu'il y a des indicateurs de moyens. On vérifie que l'action a bien été réalisée, mais aussi des indicateurs de résultats, et ça c'est vraiment important, quels étaient les objectifs visés par ces actions. Et si vous voulez bien, moi je vous propose de passer directement au concret. Je ne vous montrerai pas tous les indicateurs, parce qu'on en a quand même quelques dizaines, étant donné qu'on a énormément d'engagements, mais je vous propose juste de voir 3 engagements que nous avons pris pour être labellisé numérique responsable. Le premier, c'est être inscrit, avoir une stratégie numérique responsable dans le projet politique de la région. Et pour ça, regardez, on a vraiment des indicateurs de type mobiliser une équipe, avoir une politique numérique responsable rédigée, donc un peu ce qu'on est obligé de faire au 1er janvier 2025, voter, adopter la politique numérique responsable, mettre en place une comitologie. Donc vous voyez que là, c'est vraiment des indicateurs que vous pouvez mettre en place sur d'autres sujets sans avoir besoin, vous êtes d'accord, d'être labellisé. Et si je continue par rapport à un autre engagement qui nous tient vraiment à cœur, c'est vraiment la partie sensibilisation dont tu parlais, Émilie. Nous, on s'est engagé à sensibiliser, à acculturer, former aussi nos agents régionaux, parce qu'on a des agents qui sont vraiment administratifs, mais nous avons aussi des agents qui travaillent dans les lycées. Ces agents, ça peut être du personnel de la cantine, du personnel qui travaille dans les internats, qui fait le ménage, etc. Et donc, par rapport à cet engagement, eh bien, on s'est dit que comme indicateur, on avait besoin d'avoir la cartographie des besoins, mais aussi d'écrire un plan de formation. Donc vous l'avez compris, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec le service RH. On a aussi besoin de mesurer le nombre de sessions, le nombre d'agents qu'on aura formés, sensibilisés. Et là, c'est plutôt des indicateurs qui vous parlent, auxquels on pense en premier. Mais on s'est aussi dit, eh bien, un indicateur, ça peut aussi être une enquête de maturité auprès justement de ces agents-là, et aussi, bien sûr, organiser des événements, les fameux, par exemple, Digital Cleanup Day, les fresques du numérique, les fresques du déchet, etc., etc. Et dernier engagement, et celui-là, c'est un de mes chouchous, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'à la région, on mène aujourd'hui, on a quand même du qualitatif, on mène des enquêtes, etc. Mais on a aussi décidé de mettre en place des outils dont tu parlais, et c'est vrai que certains ont les moyens et d'autres pas, voilà, il faut quand même être honnête. On a des outils qui nous permettent de mesurer la moyenne d'âge de nos équipements, et Emmanuel va vous en parler parce qu'il y a des outils qui sont très très bien et qui fonctionnent très bien, qui permettent même de mesurer l'empreinte carbone presque en temps réel, et là je laisserai Emmanuel en parler. Mais on a aussi, nous, décidé à la région de mettre en place un observatoire des usages du numérique. Observatoire totalement respectueux du RGPD, et donc nous avons décidé de voir un peu quelle est la consommation de nos collègues, mais pas pour dire il va là, il fait ça, pas du tout. On a des indicateurs qu'on s'est fixés de type, pour nous le plus important aujourd'hui, le décrochage numérique. Parce que pour nous, l'inclusion, c'est juste essentiel, surtout dans nos engagements. Et donc ce décrochage numérique, on est capable de savoir que dans tel lycée, on a un décrochage, je dis n'importe quoi, de 50%. Dans tel lycée, on a un décrochage de 75%. Et dans tel autre lycée, on en a un de 80%. Et là, vous pourriez me dire à quoi ça sert? Ça sert qu'on a des centaines de lycées. Ces des lycées, on ne peut malheureusement pas les accompagner au plus près tous les jours. Par contre, de se dire, tiens, tel lycée, le décrochage est très faible. Par contre, ces 3 lycées-là, le décrochage, il est très important.
on va les prioriser dans l'accompagnement, dans la sensibilisation, dans l'acculturation. Et pour ça, on peut mettre en place de la formation. Ça ne marche pas toujours, je vous l'avoue, mais on peut aussi se dire, allez, on va mettre une permanence. On va envoyer une personne, un technicien, parce que peut-être que le fait de mettre en place une permanence d'une demi-journée par semaine ou une journée par mois, ça permettra peut-être à ces gens-là de se dire, tiens, il y a un guichet, je vais y aller, je vais demander pourquoi je n'arrive pas à accéder à ma messagerie région ou pourquoi je n'arrive pas à faire ça, aidez-moi, formez-moi ou donnez-moi des conseils. Et donc cet observatoire des numériques, eh bien, c'est vraiment un indicateur, et vous l'avez compris, on a même prévu, parce que cet observatoire, on va le faire encore évoluer, on va rajouter des indicateurs, il y a même des indicateurs sur cet indicateur, mais ça, on en parlera une autre fois. Voilà, j'ai terminé. Guillaume. Guillaume ? Oui, on va pouvoir revenir un peu avant. Merci en tout cas, Nejla. Et voilà, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que voilà, on va utiliser quelque part le label pour porter la stratégie. Et moi, je vais vous présenter une autre façon, quelque part, de porter la stratégie, c'est à travers le volet réglementaire. Ce qui est intéressant, c'est que de la même façon, on va utiliser un cadre. Et ça va nous permettre de définir qu'est-ce qui est important à mesurer et à identifier dans cette dimension d'amélioration continue. À Toulouse Métropole, en fait, quand je suis arrivé sur la mission numérique responsable, j'avais une feuille de route qui était établie, mais pas forcément, et dans cette feuille de route, la nécessité de mettre en place des indicateurs, mais je n'avais pas forcément un cadre qui m'avait été donné. Donc c'est par ce cadre en fait que j'ai choisi de porter les choses. Au début, je me suis concentré sur la loi Rennes. Donc la loi Rennes, pour rappel, c'est la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, et elle demande à ce que toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants au moins, au 1er janvier 2025, aient un plan d'action sur la stratégie numérique responsable et soit également capable de mesurer, d'évaluer le bilan environnemental du numérique en interne, mais aussi, et là ça devient difficile, sur le territoire. Et donc, voilà, c'est quand même un gros enjeu et quelque part ça détermine ma mission aujourd'hui au sein de nos deux collectivités. Et très rapidement, en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que ça, en fait, qu'il y avait d'autres volets réglementaires sur lesquels il allait falloir que je m'intéresse, notamment en discutant avec, en me mettant en relation avec la direction de la commande publique, où je me suis rendu compte que eux, ils avaient aussi de fortes attentes sur la loi AGEC, et puis avec mes collègues aussi de la direction climat, et aussi tout un tas d'autres collègues. Donc là, je vous présente quelque part un résumé du cadre réglementaire sur lequel je m'appuie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut idéalement avoir, c'est plutôt un ensemble d'indicateurs. Donc j'ai des indicateurs loi Rennes, j'ai un indicateur essentiellement, loi AGEC, qui est un peu complété avec la loi Rennes, parce que sur la loi AGEC, en fait, on nous demande d'acheter, si on résume, du reconditionné, c'est un peu simpliste, mais quelque part, c'est ça. Et la loi Rennes, elle complète le volet aval, c'est-à-dire qu'elle nous demande aussi de réemployer, enfin, ce qu'on met en fin de vie, il faut qu'il y ait une démarche de réemploi. Donc, je les mets ensemble, parce que c'est vraiment dans le AGEC, c'est vraiment le cycle de vie, l'économie circulaire de nos matériels, et par typologie de matériel. Et puis, si on sort un peu du numérique responsable, en fait, mes collègues de la direction climat, ils ont ce qu'on appelle un PCAET, c'est un plan climat air énergie territorial à mener, et dans ce plan climat, il y a une fiche action sur l'éco-responsabilité du numérique, et ils ont aussi un ensemble de fiches action où ils utilisent le numérique, par exemple pour améliorer le taux de pollution dans la métropole, pour améliorer certains aspects de la mobilité, etc. Ils ont un certain nombre de fiches actions. Et donc ce qui est intéressant avec ce cadre-là, c'est qu'on a des indicateurs Green IT, mais on a aussi des indicateurs, comme on dit souvent, IT for Green, c'est-à-dire où on est sur de la contribution, on va essayer de mesurer est-ce que le numérique va donner un apport
au plan climat, air, énergie territoriale. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis voilà, je vais peut-être pas aller tous vous les citer. Le Spazer, c'est quand même très intéressant parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'on avait un cadre assez fort sur le volet social, mais que voilà, on avait des choses intéressantes à mettre en place sur le volet environnemental. Donc on a complété, notamment sur le numérique, le travail qui avait été déjà engagé. Et il y a aussi parfois une réglementation entre guillemets technique, hein. Donc si vous connaissez peut-être le RG2A, bah ça c'est un cadre réglementaire qui nous demande de faire mieux en matière d'accessibilité, et c'est très en lien avec l'inclusion dont parlait Nejla, mais voilà, c'est un volet un peu technique. Donc on va traiter déjà nos applications, leur mise en conformité, et en parallèle on va essayer de travailler sur d'autres indicateurs autour de l'inclusion. Donc finalement, voilà, j'ai un ensemble d'indicateurs pour les différents cadres réglementaires. La direction climat, quand ils me sollicitent, bah, je vais pouvoir leur fournir les indicateurs qui vont les intéresser. La loi AGEC aussi, ma collègue en charge de l'économie circulaire, je vais pouvoir lui fournir également des données. Et puis bah, finalement, je me suis rendu compte que j'étais aussi sollicité pour le rapport de développement durable, pour le projet de mandat. Donc on a des indicateurs aussi que l'on fournit dans le projet de mandat. Donc voilà, ça me permet d'avoir une batterie d'indicateurs sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Alors pour vous donner des exemples, vous voyez, donc là on a des exemples d'indicateurs. Alors ce qui est intéressant parfois, c'est quand on a des indicateurs qu'on va pouvoir utiliser sur plusieurs volets. Par exemple, je mesure de façon annuelle l'empreinte carbone de notre SI interne. Et une fois que j'ai cette donnée, bah, je vais pouvoir le compléter dans, on va dire, ma batterie, enfin mon cahier d'indicateurs REN, et je vais aussi pouvoir le communiquer dans le cadre des attentes du plan climat, air, énergie sur la fiche action Green IT que l'on peut avoir. Donc ça, c'était juste pour illustrer que bah, on va avoir des indicateurs qui peuvent porter sur plusieurs volets réglementaires. Et puis après, bah, sinon, ce qui est intéressant, c'est que on va du coup essayer de vraiment se poser les questions volet par volet, quels sont les indicateurs qui peuvent être intéressants. Et je vais juste dire que c'est exactement ce qu'a dit Nejla tout à l'heure. Il est hyper important d'avoir à la fois des indicateurs de moyens et des indicateurs de résultats. Parce que si on n'a que des indicateurs de moyens, bah, c'est bien, notamment sur la loi REN, c'est ce qu'elle nous demande, c'est un plan d'action, donc on pourrait se contenter d'avoir des indicateurs de moyens. Ce qui est dommage, c'est qu'on va manquer quand même cette capacité à vérifier quelque part l'effectivité des actions que l'on mène. Donc voilà, il y a au moins cet indicateur qui est quelque part un indicateur de résultat. On va observer, alors ce serait plutôt l'indicateur, le taux de réduction de l'empreinte carbone par rapport à l'année N-1. Mais voilà, c'est important aussi d'avoir des indicateurs de résultats. Et inversement, si on a des indicateurs que de résultats, on va manquer aussi cette capacité à évaluer notre organisation et notre façon de mettre en place cette démarche d'amélioration continue. Voilà. Et donc voilà, ça nous permet en tout cas aujourd'hui de définir notre cadre avec une feuille de route, mais finalement un ensemble de livrables qui sont notamment sur le cadre du volet réglementaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater aujourd'hui qu'on n'a pas d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes aujourd'hui sur le numérique responsable. On ne risque pas d'amende particulière ou de choses comme ça. On est plutôt sur un volet incitatif, mais par contre, on a une réglementation qui est quand même bien construite et qui nous aide vraiment à justement mettre en place des indicateurs et mettre en place une politique d'amélioration continue. Et donc voilà, on peut regarder maintenant comment on peut utiliser, parce que nous aussi, là, on est en pleine réflexion sur, on a besoin d'outils pour pouvoir faire certains éléments de mesure. Et là, c'est intéressant d'avoir un retour de la part d'un acteur local qui propose de l'outillage et qui va aider quelque part, que ce soit des collectivités, des entreprises, à produire des indicateurs. Hop.
Donc en fait, avant de vous montrer les indicateurs et ce qu'on a créé, qui est un outil, une application qu'on a développé au départ pour nous, puisqu'on est loueur, on gère des parcs informatiques. Aujourd'hui, on a à peu près 60 000 assets en location. Et donc, on est tenu et obligé d'avoir un outil parce qu'ils sont à nous. Donc, ça veut dire que s'ils sont perdus quelque part, c'est nous qu'on va venir chercher en disant qu'est-ce que ça fait dans une décharge, etc. Donc, au départ, il faut cet outil. Et cet outil, quand on le construit, de par l'expérience qu'on a de la gestion des grands parcs informatiques, de sociétés comme Airbus, Capgemini, etc., enfin, des grandes sociétés, on a géré avec Delphine, avec qui on a créé l'entreprise, à peu près 250 000 ordinateurs à une certaine période. On a vu des aberrations de consommation. Airbus, 88 000 PC pour 55 000 personnes. Un grand assureur en 3 lettres avec un X au milieu, je vais la citer, ils ont 2 PC par personne. Parce qu'ils sont très riches. Airbus, avant la crise de 2008-2009, ils étaient très riches. Donc, ce n'était pas un problème. Il y avait le haut cas où derrière, celui qui est là devant, et puis les salles de réunion qui sont pleines, etc. Donc, ce n'était pas illogique à ce moment-là. Sauf qu'au fur et à mesure où on avance, nous, on se rend compte en se disant, mais c'est quand même ahurissant, ne serait-ce que d'un point de vue financier, avant que le Green IT devienne un grand sujet, etc., que les entreprises fassent des appels d'offres pour gagner 3% sur l'achat d'un PC, alors qu'elles en possèdent 180% de ce dont elles ont besoin. Donc on est parti de là. Et pendant le Covid, on a commencé à faire un mapping d'un parc informatique d'un client. Et au premier comité de pilotage, on lui a montré, en fonction des marques et des profils de l'entreprise, quelle était l'empreinte environnementale des PC qu'il achetait. Et pour une même fonction, on avait des empreintes environnementales qui allaient de 1 à 2. Voilà, c'est en disant, vous achetez telle marque, telle station de travail, pour le même utilisateur, enfin son voisin à côté, vous avez acheté telle autre marque, tel modèle, l'empreinte carbone, elle est 2 fois inférieure. Voilà. Parce que éco-conception du matériel, etc. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, ça n'a jamais été un sujet chez nous, il faut absolument que ça le devienne, et notamment dans les achats. Donc on a créé cet outil-là, et puis on a créé un certain nombre d'indicateurs. Première chose qu'on fait en disant, c'est un tableau de bord décisionnel. C'est je suis avec l'ensemble des éléments que je capte mensuellement. Là aussi, l'éco-conception, les mises à jour des datas sont mensuelles. C'est pas la peine d'être en temps réel, etc., de savoir que ça n'a pas de sens en termes de pilotage d'aller actualiser autant. En développement aussi, je vais revenir sur la même chose, je râlais à un moment quand ils étaient en train de faire la V3, je vais voir les développeurs, je dis je suis sur le test, là ça avance pas, ça va pas assez vite, etc. Il me dit mais c'est normal parce qu'en fait on le développe sur un serveur où on met tous les critères de puissance au plus bas pour voir les lignes de code qui fonctionnent mal. Voilà, donc en disant c'est si on le met sur une machine super puissante, on ne voit pas si c'est mal développé, ça ne se voit pas parce qu'on a un matériel très puissant. Donc ils descendent au maximum la puissance des matériels pour voir où est-ce qu'ils doivent améliorer le code. Du coup, quand on les met en production avec des données qui sont quand même assez importantes, en fait l'application est hyper réactive. Donc qu'est-ce qu'on va suivre ? On a plusieurs modules, là je vous en montre 2. On a des plages de temps, on a des divisions, donc ça veut dire qu'on a l'ensemble de l'arborescence de l'entreprise ou de l'activité, enfin de la région, parce que c'est la région Occitanie là. Mais on va avoir l'empreinte carbone totale et on va avoir un certain nombre d'indicateurs. Donc on peut passer celui d'après. Et on va se focaliser sur des sujets, je vais me déplacer un petit peu pour que vous puissiez les voir, sur les plages de temps qu'on va définir, qui peuvent être semestrielles, trimestrielles, annuelles, etc. Le nombre d'assets réparés pendant le reconditionnement, c'est-à-dire qu'on a récupéré des matériels qui ont nécessité d'être réparés pour pouvoir avoir une deuxième vie, c'est-à-dire que quand on parle de la loi Rennes, AGEC, par exemple, de pouvoir réutiliser 50% des matériels, avant, quand ils étaient cassés, ils étaient jetés. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On en répare. On en a réparé 159, plus 23%. Combien ça a coûté de réparer ces ordinateurs ? Ça a coûté pratiquement 7 000 €. Combien on en a reconditionné en tout ? 5 000. Combien on a valorisé ces matériels ? 90 000 €. Donc là aussi, c'est de montrer avec les DSI aux directions financières que le numérique responsable, ça rapporte de l'argent. Voilà. Parce que quand on reconditionne, qu'on répare et qu'on revend, pour vous donner une petite idée, la valeur de marché des matériels en fin de vie, alors je vais recommencer, en fin d'usage, au bout de 4 ans dans une entreprise, a doublé.
C'est-à-dire qu'avant Covid, un PC portable, on le revendait à peu près 70 € max. Quand on arrivait à 100 €, c'est que c'était vraiment un bon modèle. Aujourd'hui, ces mêmes matériels, on les revend plus de 200 €. Donc ça veut dire que la réparation a à nouveau du sens. Le former des techniciens à la micro-soudure et réparer des cartes mères, un port USB, un port ALIM, etc. Un port USB, ça vaut 70 centimes. D'accord ? Donc vous ouvrez le PC, vous le changez, vous le dessoudez, vous remettez, hop. Alors en temps humain, ça coûte évidemment plus cher, et c'est pas ça qu'on facture. Hein. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix ayant augmenté, c'est un actif dans l'entreprise qui a réellement de la valeur. Et puis après, on va suivre les dons. Donc là, 41, en baisse de 76%. Alors, il n'y a pas je pourrais revenir en arrière sur l'application et vous montrer pourquoi. C'est parce qu'il y a juillet, août, septembre. Et donc en juillet, août, septembre, il y a moins de PC qui ont été donnés, donc ça chute. Mais en tout cas, vous pouvez scroller dans l'indicateur pour savoir pourquoi. Vas-y, le suivant. Donc là, sur le module RSE, derrière, on va prendre l'ensemble des données que je viens de citer et on va suivre leur évolution dans le temps. Donc pareil, hein, on collecte, on restitue, et chacun des indicateurs, vous pouvez les scroller dedans et descendre dans la donnée de plus en plus. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de macro-décisionnel, ensuite vous allez avoir quelque chose qui va permettre d'avoir une vue globale en disant j'ai tout qui est à peu près en vert, sauf les dons. Pourquoi ? Éventuellement je scrolle là-dedans, mais en tout cas, sur les autres points, je suis plutôt pas mal, je suis plutôt en progression. Donc ça permet de suivre les objectifs qu'on s'est fixés et de voir dans le temps comment ils évoluent. Et ça, vous pouvez le suivre par période de temps, par division, par type d'asset. C'est-à-dire que là, on peut choisir les PC, on peut choisir les écrans, les smartphones, les éléments réseau, les serveurs, etc. Donc là, c'est global, mais on peut avoir une granularité de ce qu'on suit relativement fine. Le suivant. Donc là, on va suivre un parc. Donc là, tout à l'heure, on suivait l'impact du parc. Ici, on suit le parc. Élément important, vous voyez par exemple ici, j'ai un parc qui est passé de 30 000 à 38 000. La donnée, c'est quoi ? C'est que c'est une entreprise qui croît et qui rachète des sociétés. Donc, elle a de plus en plus d'informatique. Mais en même temps, elle est passée d'un taux de possession de 133 à 113. Là, si vous avez que les courbes qui se croisent comme ça, vous avez tout bon. Hein, parce que du coup, votre impact environnemental, il va diminuer. Vos dépenses, vu que vous avez mieux affecté, même si vous avez dû acheter plus de PC, mais vous en avez sorti plus, vous les avez reconditionnés, ressortis, vous gagnez de l'argent. Ici, vous allez avoir le volume d'assets par catégorie. Donc vous pouvez, j'avais zoomé un peu là pour que vous ayez les chiffres, et vous avez 10 000 téléphones, 18 000 PC, etc. Élément important aussi dans le suivi d'un parc pour l'empreinte environnementale, c'est qu'est-ce que je n'utilise pas, que je possède, mais que je n'utilise pas. Il y a 3 sources. Il y a le stock d'entrée, le stock de sortie, la mauvaise affectation pendant l'usage. Ici, on a un matériel non utilisé, et on a depuis quand ils n'ont pas été utilisés. Là, on est sur 750 sur un pack de 15 000 PC. On est plutôt bon. Là, on voit que ça commence à grimper. Pourquoi le stock grimpe ? Donc là, on va dire, je crois que c'était 3000 machines ici, alors que je suis capable de déployer que 500 machines par mois, par exemple. Si la société de service que j'emploie est capable d'en déployer 500, si j'en ai 3000 en stock, il y a un truc qui s'est passé. Ça peut être constitué un stock pour une bonne raison, mais en tout cas, ça veut dire que l'information remonte, quelqu'un va se poser la question et va se dire c'est bien, c'est pas bien, si c'est pas bien, on corrige, pourquoi on l'a fait, etc. Et là, la durée d'usage de mon parc, c'est, donc là on voit 48 mois, comment je le suis, et d'avoir en permanence, là aussi en fonction du type d'asset, de dire mes écrans, je vais savoir combien de temps j'utilise mes écrans, combien de temps j'utilise mes PC, etc. Ici, comme on est loueur, on fait de la durée d'usage macro, parce que le contrat de location de ce client fait 48 mois. Donc comme le contrat fait 48 mois, la donnée macro d'usage, c'est bien qu'elle soit à peu près de la même durée. Par contre, si on descend un peu plus loin dans la donnée, on va avoir des informations différentes. Voilà. Donc là, c'est la quantité d'assets dont on a zoomé dans la donnée. Donc, on peut exporter
Toutes les données qui sont là sont exportables et peuvent être rapatriées dans l'entreprise pour faire un autre traitement ou l'intégrer quelque part. On a mis comment est calculé l'indicateur, c'est-à-dire que ça explique, parce que c'est bien d'en avoir un, les développeurs derrière, on leur a demandé de dire tu écris la formule qui a permis de mettre en place cet indicateur. Comme ça, si le client veut apporter de la valeur aussi, il peut très bien nous dire je voudrais qu'on le calcule de cette manière-là, qu'on enlève telle ou telle chose, mais en tout cas, on explique. Okay. Donc le suivant, c'est celui du taux de possession, pareil. Et celui-là, c'est celui de l'empreinte carbone totale. C'est-à-dire que là, on est à 9110 tonnes de CO2, mais on était à 9800. Voilà, donc petit à petit, sur une période de, vous voyez, sur 6 mois, sur 6 mois, toutes les décisions qui sont prises, elles vont dans le bon sens, parce que les achats sont mieux faits, les quantités sont mieux gérées. Alors, pour le rapport annuel de quel est l'impact de mon parc, là vous l'avez en temps réel, mensuel, pardon. Vous l'avez tous les mois, vous l'avez mis à jour en fonction des achats que vous avez passés et des matériels que vous avez sortis. Et alors ça c'est la même chose, mais ça c'est l'usage, donc c'est corrélé à celui de la fabrication. C'est si vous en achetez moins, forcément, en termes d'usage, vous consommez moins. Et prochaine étape pour nous, on va connecter Colibris, qui est l'application, à un logiciel qui est un agent qu'on met sur les PC et qui ne fait que renvoyer de la donnée dans Colibris, qui va permettre de connaître le réel taux d'utilisation de la puissance informatique mise à disposition d'un collaborateur, qui va permettre de faire de la maintenance prédictive sur les batteries, qui va permettre de détecter des erreurs de disque, ou de stockage, ou de mémoire, etc., qui vont permettre d'intervenir avant que la panne réellement arrive. Et donc on va créer, ça c'est pour 2025, mais on va créer d'autres indicateurs de réel usage, puisque là on est sur l'indicateur d'usage en termes de possession, d'affectation, comptabilité, mais là on va vraiment rentrer dans l'usage au quotidien. Voilà. Alors, je fais ça. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à présent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai une première question pour vous, merci beaucoup, c'était super intéressant. Sur le calcul de l'impact carbone de la phase de fabrication et d'usage, vous utilisez quelle base de données? Vous avez des informations fournisseurs? Alors quand on a démarré l'application, là on en est à la 3e version, donc on a démarré en 2017-18, les seules données qu'on avait, c'était les fiches constructeurs. Donc on a téléchargé, là quand on a fait le premier mapping en 2020, on a téléchargé toutes les fiches techniques des modèles qui étaient en location. Donc il y en avait quelques-uns, heureusement qu'on était enfermés, on avait le temps. Et donc on a collecté et on a créé une base à partir de ça. Est-ce qu'elle est juste ou pas juste, ça c'est pas le sujet. À la rigueur, c'est au moins ça crée une première donnée, une tendance, et d'où je pars, où je vais, etc. Pour la consommation d'usage, c'est pareil, c'est la fiche technique donne la consommation de kilowattheure par machine. Et puis après, on a rajouté des données de l'ADEME, et on a rajouté aussi des données qui nous sont propres quand on reconditionne, combien de matière, combien part en D3E, ne part pas, est réparé, etc. Parce que comme on va relativement loin, parce qu'on a des ateliers pour déconstruire les PC, pour réparer les smartphones, etc., on dessoude les composants, on fait du commerce de composants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une puce 5G d'un iPhone, on en a en stock. Donc si vous avez un problème on va être capable de dessouder, de remettre pour que le téléphone refonctionne. Donc on va relativement loin dans ce qu'on fait, et du coup on améliore au fur et à mesure cette base. Il y en a de plus en plus qui sont publiées aussi, un peu plus indépendantes que celles des constructeurs, ce qui n'est pas plus mal. Et du coup on agrège tout ça, et puis au fur et à mesure, elle s'enrichit par itération. Pas de magie, hein. On améliore au fur et à mesure. Oui. Bonjour. Bonjour. Une question, est-ce que l'appli Colibris, elle est vendue ou louée, et est-ce que c'est que pour vos clients ou prospects, ou est-ce que ça peut être commercialisé en standalone, seul, parce que c'est un super outil de gestion pour pas mal de gens, quoi. Alors tous nos clients en location l'ont, ils n'ont pas le choix.
C'est ça. Je les oblige. Voilà. Mais on la commercialise complètement à part. C'est le cas par exemple de la région Occitanie, qui on ne loue pas le matériel, mais qui, par le biais de la société de services qui travaille pour eux, utilise Colibris pour suivre un certain nombre des indicateurs. Voilà. On a des partenaires aussi qui commercialisent l'application. Et puis moi, j'ai pas de religion sur le sujet. Plus elle sera diffusée, plus elle sera installée, et plus les gens suivront ce qu'ils font, mieux ça sera pour tout le monde. Donc, Et du coup, elle est bien évidemment, elle tourne sur Linux, open source. Elle est en mode SaaS, et donc elle est produite chez nous, Oui, donc, hébergée chez Azure, et voilà, Ok, merci. et développée sur OVH. Il y avait une autre question ? C'était savoir sur quoi vous appuyez, mais j'imagine que du coup, Toulouse Métropole, vous êtes appuyé sur une application de ce type, donc des données constructeurs pour mesurer l'empreinte carbone de votre SI, ou vous avez une autre approche? Non, pour le moment, je suis l'application. Et non, par contre, je me suis appuyé sur un fichier, enfin un outil qui avait été développé par l'INR en association avec les interconnectés, mais que j'ai un peu customisé en allant chercher. Effectivement, hein, c'est une vraie difficulté d'aller chercher des sources, et donc parfois j'avais besoin d'aller chercher des sources particulières. Mais par contre, c'est un enjeu. Donc nous, on est plutôt en projet de s'outiller. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a cette capacité de faire une évaluation annuelle. Donc on va mettre du temps, mais par contre, ce serait bien pour mieux piloter notre stratégie, d'avoir une vision. Et effectivement, mensuel, c'est tout à fait suffisant, c'est très pertinent, ce serait intéressant. Avant ça, on doit améliorer notre outillage qui va avant ça, hein, c'est notre outillage d'inventaire, CMDB, ITSM. Donc on a un gros projet là-dessus, et voilà, il va falloir, parce que la qualité de la donnée est hyper importante, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait notamment aujourd'hui j'ai une vraie difficulté, c'est suivre le non utilisé. Tout ce qui sort de l'utilisation au bout de quelques semaines sort de notre GLPI, et c'est un vrai souci parce que là on est en train de faire un inventaire de tout ce qu'on a dans les placards, et pour arriver à comprendre effectivement est-ce que c'est du stock, et en général quand c'est du stock côté métier c'est un problème, ou est-ce que c'est de la pure non-utilisation, sachant qu'on a une problématique aussi, un peu comme à la région, ils ont un parc interne et un parc pour les lycées. Nous, on a un parc très important quand même pour les écoles. Et donc, on doit aussi avoir deux politiques sur la gestion des équipements. Et là aussi, on a un vrai souci, c'est que pour le coup, là, ce qui est en école, c'est hyper difficile à aller vérifier. Donc voilà, on va s'améliorer, donc on a un vrai plan d'action, et puis on commence à mettre en place des outils, des indicateurs de moyens là, pour le coup, sur ce volet-là, pour ensuite être outillé en cible fin 2025 dans cette dynamique qui a été présentée ici. Ouais. Juste rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. En fait, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que vous deviez monitorer effectivement en interne et aussi être en capacité de mesurer sur les territoires. Vous parliez uniquement effectivement d'établissements scolaires que vous gérez, ou bien est-ce que c'est en marge de cela une volonté aussi à un moment donné d'avoir une action, une obligation, une action envers les citoyens? Oui, c'est une bonne question. On est en train de construire la façon qu'on va avoir à mesurer le territoire. En fait, on va fonctionner par persona, entre guillemets, dans le sens où sur le territoire, on a des associations, on a des entreprises, on a des citoyens, on a des écoles. Donc effectivement, et les écoles, c'est un terrain plutôt plus facile pour nous, parce que justement, on va avoir de la donnée. Par contre, on va avoir de la donnée dans les écoles, les établissements, mais par contre, pas forcément sur comment sont équipés les élèves. Donc voilà, on va procéder comme ça. En fait, on a des chargés de mobilisation climat que j'accompagne dans quelque part cette évaluation de l'empreinte du numérique. Alors, ils ont
Ils n'ont pas que l'empreinte du numérique pour le coup, climat au sens global. Mais voilà, je vais les accompagner plus particulièrement sur ce volet-là. Et on va plutôt faire voilà, une évaluation sur ces différentes typologies. On va prioriser très clairement parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire dans le même sens. Et après, par contre, ce qui peut être fait, donc là on est plutôt dans cette approche-là, mais ce qui pourrait être fait différemment, c'est prendre aussi des données statistiques de l'ADEME. Alors c'est intéressant dans les études de l'ADEME, là c'est plutôt pour l'évaluation citoyen. Ils donnent des sortes de profil de la famille moyenne, de la famille hyper connectée, de l'étudiant. Donc là c'est intéressant parce qu'ils donnent des normes, enfin en tout cas des standards de équipement. Donc par exemple la famille hyper connectée, elle a de la domotique, elle a X PC, X smartphone, et ils donnent quelque part des éléments sur l'empreinte environnementale de ce foyer. Et on peut utiliser ces données sources en extrapolant sur la sociologie du territoire. Donc ça c'est intéressant à faire. On est plutôt sur une autre approche où on va aller collecter des données voilà, par on va dire, typologie, par persona entre guillemets, mais on pourrait faire comme ça aussi. Ça pourrait être aussi du déclaratif, une grande enquête, et une grande OP de sensibilisation. Il pourrait y avoir ça aussi. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ouais. Okay. J'ai peut-être juste une petite question ajouter. Juste pour ajouter, voilà, en complément par rapport à l'impact sur les territoires et sur l'inclusion numérique, parce que c'est important et ça nous tient à cœur aussi. Justement l'intérêt de pouvoir, j'allais dire mieux affecter, ou en tout cas faire en sorte que répondre à un besoin particulier, si ça répond plus, en tout cas par rapport au Conseil régional d'Occitanie, mais que le matériel fonctionne encore. Ça a été une vraie politique aussi de donner et de servir par rapport à l'inclusion numérique. Et donc, dans les valeurs, ce qui était important, c'est de faire travailler des partenaires en région, donc locaux, une entreprise adaptée, qu'on aime citer, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est en voie, avec lesquelles on travaille, et différentes associations qui ont des vrais besoins. J'allais dire, je pense qu'on est tous des citoyens et on est tous en fait conscients de cette précarité. Si on peut faire notre petite part, c'est important aussi. Et en l'occurrence, c'est vrai que le fait de récupérer là et de pouvoir distribuer à les banques alimentaires de l'Hérault ou le Secours populaire de l'Aude ou des Restos du Cœur pour la Haute-Garonne, voilà, de manière très précise, ou Colline, qui est aussi une association qui a sollicité en fait du matériel. Les associations, enfin, on n'arrête pas d'avoir des demandes d'associations pour les bénévoles qui s'en occupent et surtout pour les bénéficiaires. Donc voilà, c'est une façon simple, mais d'avoir un vrai impact à la fois environnemental et sociétal, et ici en région de manière locale. Donc voilà, il y a effectivement des indicateurs, mais ça va bien au-delà derrière aussi. Ça serait une belle façon d'engager les citoyens, à un moment donné, voilà, de faire rapporter des matériels. Et ce que je peux rajouter aussi sur l'aspect évaluation du territoire, stratégie numérique responsable pour le territoire, c'est une réflexion qu'on a dans pas mal de collectivités, et on s'est rendu compte que c'était hyper intéressant de travailler ensemble. Donc actuellement on a un groupe de travail qui travaille à définir des indicateurs pour notre politique numérique responsable en interne, mais aussi quels sont les indicateurs qui font sens sur un territoire. Et là l'idée ça va être, donc on espère sortir quelque chose, je dirais d'ici fin d'année ou 2025, une batterie d'indicateurs que l'on pourrait proposer en accompagnement des collectivités qui en ont besoin, parce que c'est pas facile de définir des indicateurs. Par contre ça peut être très utile pour construire sa stratégie, et l'évaluation du territoire est plus particulièrement quelque chose de difficile. Alors voilà, encore une fois c'est pareil, on est en train de concevoir des indicateurs, proposer des indicateurs de moyens, de résultats. C'est quand même très moyen quand même sur le territoire, parce que c'est difficile d'observer le résultat tangible. Mais voilà, il y a aussi ce travail-là qui pourrait nous aider en fait à avoir des approches assez communes. Et nous, Toulouse Métropole, ça nous intéresse parce qu'on pourra aider les autres communes du territoire de la métropole
qui n'ont pas une obligation sur Rennes, sur la loi Rennes, mais qui peuvent avoir Ça vous une attraction. volonté politique sur le sujet. D'autres questions? Moi, j'ai une question sur la plateforme là, que vous avez présentée. Est-ce qu'au niveau des dates, enfin, je pense que c'est des sujets qu'on a en ce moment, mais sur la partie des D3E, est-ce que vous avez pour volonté d'augmenter la plateforme et de travailler sur les data centers, les accessoires, toute la partie réseau, pour monitorer justement la fin de vie de ces accessoires? Alors, ils sont déjà dedans, je Ok. les ai pas mentionnés. En fait, la donnée, on la récupère en général chez un client. Comment on la récupère? Comme on est loueur, on rachète le parc, donc on prend toute la donnée comptable, donc tout ce qui nous est cédé, et donc on va prendre tout ce qu'il y a dans les actifs amortis ou pas amortis, et on va le récupérer. On croise ça avec l'ITSM, en général ça ne correspond pas du tout, voilà, et donc on met un certain temps à faire matcher tout ça pour avoir une base qui est la plus proche possible de ce que j'utilise et ce que je possède, ça correspond. Là aussi, il n'y a pas de magie, c'est du temps qui permet de le faire. Sur des très grands parcs, il faut au moins 1 an et demi, 2 ans pour arriver à avoir quelque chose qui soit vraiment très propre. Mais c'est que par itération, etc. C'est en allant vider les placards, c'est en allant... vous rentrez dans un entrepôt, vous ouvrez une pièce et puis là vous avez des racks de trucs réseau qui traînent, etc., qui sont toujours dans les livres de l'entreprise, donc dans les déclarations extra-financières, hein, c'est pas anodin ça aussi. Donc ça veut dire on les prend, on les enlève, on récupère un numéro de série, on les sort, on les revend, parce qu'aujourd'hui on est en train de... Enfin, l'actionnaire de notre société, puisqu'on a quelqu'un qui est rentré au capital il y a 4 ans maintenant, a une activité spécifique là-dessus, de reconditionnement du matériel réseau, des serveurs, etc. Parce que là aussi, il y a 4-5 ans, quasiment pas de demande, on ne savait pas quoi en faire quand on les récupérait. Et aujourd'hui, on voit la demande augmenter avec on reçoit des appels en disant, voilà, on cherche des racks Dell, HP, etc., avec du matériel réseau et avec des références qui ne sont pas le dernier modèle, etc. Parce que ça aussi... on est sur les indicateurs, mais sur le reste, on a des sociétés qui nous appellent en disant « Ouais, alors j'ai décidé d'acheter du reconditionné, voilà le modèle, ils ont tous 18 mois. » Les matériels qui ont 18 mois en reconditionné, ça n'existe pas. Voilà. Donc, donc oui, tout ce qui est réseau et tout, aujourd'hui, oui, il y en a, dans la base qu'il y avait là, il y en a beaucoup. Merci. C'est une vraie question sur les indicateurs data center et réseau. Là, c'est encore autre chose. Oui, déjà sur la fin de vie, vous m'avez dit. Ça, c'est un projet qui est dans les tiroirs. C'est effectivement Colibris, en fait, c'est un agrégateur de data qu'on va collecter à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. À l'extérieur, c'est chez ses fournisseurs. Donc, avec des codes d'utilisateurs, mots de passe, on récupère les données à l'extérieur. Donc, un provider, on peut récupérer les données. Et comme il facture autant, puissance, etc., si vous captez ça, vous allez être capable de voir exactement quel temps vous utilisez, la puissance que vous achetez, que vous utilisez et que vous n'utilisez pas. Non, ça ne va pas. Et on fait ça avec les licences aussi. Combien vous avez de licences, combien sont utilisées. On fait ça avec les cartes SIM. C'est le nombre de lignes qui ne passent pas d'appel, ni voix, ni data depuis 3 mois. 15% du parc. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc c'est tout ce qui est non utilisé, ou ce qui n'est pas utilisé à bon escient. Voilà. Tout. Enfin, tout ce qui génère de l'empreinte. J'ai une question, on a eu, suite à ce qu'on a entendu sur les cyberattaques et numérique responsable, là ce que j'entends c'est que Colibri c'est un agrégateur de data de plein de sources, et donc il y a beaucoup d'ouverture sur tout un écosystème vaste. Comment vous gérez cette sécurité et, Alors, nous, pour ne pas être une passerelle Nous on est des artisans. Donc nous, on ne se connecte jamais au SI du client. Okay. Voilà, donc déjà, nos clients ne sont pas vulnérables avec Colibris, puisqu'en fait, c'est eux qui déposent leurs données de l'ITSM, de GLPI, de EasyVista, etc., dans notre système. Après, nous, est-ce qu'on subit des attaques? Oui, comme tout le monde, 200, 300 par jour. Voilà, mais ça, on est protégé avec tout ce qui va bien, et sur l'hébergement, et sur les équipes qui sont... voilà, on n'a pas de souci là-dessus. Après, ce qu'on va télécharger chez Orange, chez Dell, chez Microsoft, etc., on se connecte avec une API, on capte la data, et puis voilà. Okay. Et après, le nombre de personnes qui ont accès à l'application
est très limité, hein, parce que chez le client, s'il y a 20 000 personnes chez un client, en fait, il y en a 5 ou 6 qui accèdent à l'application, donc c'est relativement restreint. Et après, on peut inverser, et c'est déverser aussi de l'information, parce que l'application, elle génère des alertes quand il y a des dysfonctionnements. Par exemple, sur les indicateurs, on peut fixer un objectif. Alors, je sais pas, le taux de possession, il ne faut pas qu'il dépasse 115%. Ben, s'il dépasse 115%, l'application génère une alerte aux personnes qui sont concernées pour dire attention, sur cet indicateur-là, vous êtes passé au-dessus de l'objectif que vous êtes fixé. Voilà.